en direct d'Italia Mia chez Maurizio. Et pas que pour manger des pizzas avec Philippe Poisse. Alors voilà enfin le visage de Philippe Poisse. Si vous voulez le tabasser maintenant, vous avez sa tête, c'est le moment. Philippe Poisse qui était à la réunion publique de Louis Alliot à l'atelier d'urbanisme fin août, là où les gitans se sont mis en scène. Voilà, tête de Maurizio qui passe. Et qui était à la conférence de presse sur la destruction de Bétriu. À ce moment-là, on lui a donné un dossier de presse et lui, il fait un truc que personne ne fait, surtout les journalistes. Il a lu le dossier de presse. Ouais. Il a trouvé des trucs et pas que des bons restaurants. Alors, vas-y. Ouais. Alors, alors ça a commencé lundi, donc l'immeuble Bétriu, place Cassagne, donc, va être démoli. On parle d'une histoire à 1 400 000 euros. Et le prix de la démolition. Le prix de l'achat par la mairie, parce qu'il appartenait à l'office HLM. Donc c'est achat par la mairie et démolition, donc ça fait à peu près 1 400 000 euros pour le projet global. Donc on a 6 semaines de travaux. Alors pour l'instant ça va. Pendant les 2 premières semaines, c'est pas trop impactant parce qu'ils font un curtage du bâtiment. Ils vont juste enlever tout ce qui est à l'intérieur pour trier les matériaux et faire du recyclage. Mais les 4 semaines suivantes vont être un petit peu plus rudes parce que là, ils font tomber le bâtiment. Donc on va avoir énormément de problèmes de circulation. La rue Lucia devrait être fermée une semaine. Il faut prendre de la vigne rouge pour les problèmes de circulation. Ouais, aussi, ouais. Ou du barodade quand c'est plus bas. Enfin, bon, passons. Voilà, donc là, on est donc dans le lancement, dans le redémarrage de ce qu'on appelle le nouveau programme national de rénovation urbaine, le NPNRU. Alors, comme dit Louis Alliot, le fameux NPNRU, il dit ça lui, mais il dit ça comme ça lui aussi. Et donc, là, il y a un côté pour une poignée de dollars et pour quelques dollars de plus. Quoi. Ouais, c'est un peu ça. Donc, il y a 117 millions, il me semble. Alors, à la base, le NPNRU, à la base, il concerne 3 quartiers de Perpignan. Donc le centre ancien, mais aussi Champ de Mars et ce qu'ils appellent la diagonale du Vernet, qui est un quartier un peu improbable. C'est une espèce de diagonale dans le nord de Perpignan. 2 quartiers qui n'ont rien en commun, mais qui sont pauvres, comme tout Perpignan. En commun, voilà, mais bon, à Perpignan, c'est plutôt les quartiers riches qu'on devrait peut-être mettre en périphérie. Ils sont déjà en périphérie, mais on devrait avoir leur spécificité. Et peut-être, on pourrait faire des parcs à terre. Les riches sont une minorité qui cause vraiment beaucoup de problèmes. On pourrait faire des parcs à thème où les pauvres pourraient aller se balader dans un quartier riche et voir à quoi ça ressemble un riche. Si on appliquait bien les NPNRU, on ne va pas y revenir. Voilà. Et donc, pour le centre ancien, on était autour de 114 millions. Alors, la somme globale pour Perpignan était de 234 millions. Et pour le centre ancien, 114 millions. Donc là, il reste 70 millions, vu qu'on a un projet qui a les 30 à 40 millions qui ont été déjà dépensés. Ça correspond à 80% à un seul et unique projet, qui est l'université en centre-ville. Voilà, l'argent a disparu parce que ça a été lancé quand même en 2015. Oui. Parce que tout correspond, en fait... Est-ce qu'il y a un lien avec le Bataclan? Presque. Dans les 2 cas, c'est une tuerie. Non, ce qu'il y a, c'est qu'en 2014, donc l'État lance une nouvelle loi sur la politique de la ville qui crée les contrats de ville sous la forme actuelle. Et le NPNRU est une extension du contrat de ville. C'est la partie rénovation urbaine. Et donc, dans ce cadre-là, on a dès 2015 toute une série de dépenses qui ont été intégrées au NPNRU par avance. Donc Pujol avait fait passer tout ce qui concerne l'université, sauf le théâtre, dans le cas du NPNRU. Alors on parle du théâtre. Le théâtre, qui a été revisité en cuisine fusion. Voilà, qui était un peu massacré, et qui n'est même pas aux normes. Et d'ailleurs, il va continuer à nouveau à être massacré parce qu'ils ont oublié de faire les équipements pour les personnes en situation de handicap. C'est dommage. Et donc ils vont défoncer la salle Cocteau pour passer un monte-charge. Voilà. Et c'est pas grave, de toute façon, c'est de la culture, on s'en fout, quoi. La seule culture importante, c'est celle du cannabis. Voilà, on le rappelle à nos chers téléspectateurs. Et comme ça, comme disait Deng Xiaoping, enrichissez-vous. Voilà. Donc, on a déjà toute une série d'actions qui ont été lancées.
Et alors, le projet du NPNRU a été validé en 2016. Il est arrêté, ça a commencé les travaux en 2014-2015. Il y avait déjà les programmes au sein des services urbanisme qui étaient en cours de montage. C'est validé en 2016, à l'époque où c'est le regretté Olivier Amiel, qui honnêtement nous manque. Hein, oui, voilà. Donc, Olivier, si tu nous écoutes. Voilà, hein, voilà, c'est surtout que tes ex, ils sont en train de dire que tu as mal bossé, Olivier. Hein. Ouais. Voilà. Je veux pas dire, mais on te devine dans ton dos. Quoi. Ouais, voilà, hein, c'est voilà tous les jours. Et donc, ça a été validé en 2016 et c'est acté en 2017 avec un vote à l'unanimité au conseil municipal. Donc l'opposition RN n'avait rien trouvé à redire à l'époque. Ouais. Et à l'unanimité au conseil communautaire à Perpignan-Méditerranée Métropole, qui est juridiquement le porteur du projet. La mairie est porteur par délégation, mais juridiquement, le signataire de l'accord avec l'État, c'est Perpignan-Méditerranée Métropole. Ce qui à l'époque ne posait pas problème, c'était Pujol qui gérait dans les deux. Hein. Les deux Pujol, comme on les appelle. Voilà. Bon, après, la main gauche, la main droite du diable. Voilà. Voilà, donc c'était la même personne. Aujourd'hui, c'est un peu plus problématique parce qu'il y a Robert Villa, le frère de Pancho. Ouais, et Louis, il est en 3e position. Alors, il a la délégation, il me semble que sa seule délégation à Perpignan, enfin, il a les celliers. Ouais. Voilà, donc parce qu'il a la délégation contrat de ville. Ce qui est assez logique parce que seul Perpignan est concerné par le contrat de ville. Il n'y a que. Ils ont pas pu le baiser là-dessus. Bah, non, ils ont. Parce que moi, pour le faire chier, les maires de Perpignan, je l'empêche. Et je mets Cassagne, qui fait partie de la Globe, à la place. Hein, le petit village de Cassagne, vice-président en règlement de ce genre de truc. Faut vraiment faire un bras d'honneur, quoi. Voilà. Non au fascisme. Ouais, mais s'ils commencent à critiquer le fascisme, ils vont devoir s'y censurer. Ah. Ouais, voilà. On n'ira pas plus loin. Ce sera pour une prochaine fois. Ouais, dans le prochain épisode. Voilà. Le fascisme. Voilà. Des cités d'or. Donc, il faut être très très clair. Ouais. Dès 2016, on savait que Bétriu allait tomber. C'était comme il n'y a dans le projet du NPNRU ni dans le contrat de ville. En fait, il faut savoir que dans le contrat de ville, on a un pilier social et un pilier économique. On a des livrets qui étaient distribués, qui ont été distribués en 2015. Donc avec un livret social, il y avait 5 piliers, enfin il y avait notamment un livret social, un livret économique. Ça, ils ont été enterrés. Il n'y a aucune stratégie économique. La question, c'est où dans un jardin à Valenciennes, comme pour les histoires d'argent de Marseille. T'es sûr que c'est pas dans le jardin de l'ancien maire de Saint-Cyprien, Jacques Bouille? C'est possible. Ça fait un peu loin pour les Perpignanais. Ils vont pas aussi loin. Hein. C'est quand même des pays sauvages, Saint-Cyprien. Hein. C'est le problème des enterrements. Ouais. Et donc tout le volet économique a disparu. Il n'y a rien en termes de programme économique dans le contrat de ville aujourd'hui. Strictement rien. Bon, d'un autre côté, il n'y a rien en termes de... À part du BTP, tu veux dire. Oui. Ouais. Et tu veux dire que c'est pas une vision économique, le BTP? C'est quand le bâtiment non, parce que le BTP est un secteur d'activité. Alors, localement, c'est moins marqué parce que, comme disait Georges Frêche, on fait de l'artisanat au mauvais sens du terme. Mais c'est un secteur d'activité qui a des grains qui génère énormément de gains de productivité. Ouais. Avec des niveaux d'élévation de la compétence et par une rationalisation, c'est-à-dire beaucoup d'éléments sont faits en usine. Donc on monte des immeubles. Maintenant, on monte même des trucs en 3D, quoi. Voilà. Donc on peut imprimer des trucs. Donc du coup, pour d'ouvriers, c'est-à-dire que ce qui créerait de l'emploi localement, ce serait de faire de la rénovation, de la réhabilitation. Oui, parce qu'il faut plus d'artisanat, c'est l'artisanat et minutieux. Et c'est de l'artisanat en plus qualitatif, donc avec des fortes valeurs ajoutées. Le BTP tel qu'il est, là, les immeubles sont construits en 12 à 18 mois, avec très peu de salariés. Je veux dire, c'est pas les mêmes qui construisaient les cathédrales. Non, c'est voilà. Ou les pyramides, c'est. Voilà. Donc, donc tout le volet économique a disparu. Ouais. On n'a même pas de budget économique. On a
il y a un refus total de la classe politique locale de dire même juste création d'entreprise. L'idée, c'est on va faire venir des entreprises, on va faire venir ce qu'on appelle des organisations de taille intermédiaire qui ne viendront jamais parce qu'elles n'ont aucun intérêt à venir ici. Il n'y a pas les services dont elles ont besoin. Et on refuse totalement de faire de la création d'entreprise parce que le mépris vis-à-vis des habitants et notamment des porteurs de projets. Oui, dans leur discours, c'est comment développer, il faut faire venir des entreprises. Voilà, j'ai entendu celle-là. Là où les régions d'Europe et d'Amérique du Nord qui se développent sont toutes basées sur la création endogène d'entreprises. Là, tu sais, on prend toujours l'exemple des Bosch, et pas pour l'utilisation des trains, mais tiens, comme l'Allemagne. Et puis, sans dire pourquoi, parce que l'Allemagne crée des entreprises locales, etc. Ici, il y a un refus de créer de l'entreprise et d'investir. Est-ce que c'est parce que c'est contraire à l'économie de la rente, tout simplement? Oui, parce que c'est pas bête. Ils sont pas bêtes. C'est-à-dire que l'inconvénient du créateur, alors il y a deux éléments, c'est qu'il y a le créateur d'entreprise et quelqu'un qui travaille. Un chef d'entreprise, c'est 60 heures par semaine. C'est pas 35 heures plus les RTT. Et c'est des niveaux de rémunération qui sont pas toujours très élevés. Bien sûr. Et le deuxième point, c'est que on n'a pas créé les mécanismes financiers locaux, comme on peut trouver si on va à Toulouse. Il y a des organismes de financement, des organismes locaux de financement de la création d'entreprises. Dans ce qu'on appelle du capital risque. Voilà. Et pourquoi on n'arrive pas à créer de l'entreprise? C'est toi qui me le disais, hein, donc là j'ai l'air malin, mais si tu m'en avais pas causé, moi j'étais encore sur revoir des émissions du Club Dorothée, c'est que ces créations d'entreprises ne sont pas possibles s'il n'y a pas de capital risque. Et ici, on n'a que du capital risque jusqu'à 15 000 maximum. 10-15 000, et c'est pas suffisant pour créer les entreprises qui vont structurer une vraie politique économique. Ici, on aurait... bien résumé. C'est ça. Ici, on a un potentiel sur des projets à 100-200 000 euros qui sont, voire plus, qui sont localement non finançables, alors qu'à Toulouse, ces mêmes projets sont finançables. Donc, on voit les créateurs ici, des types qui démarrent l'entreprise dans les Pyrénées-Orientales, qui arrivent à financer 5, 10, 15 000 euros localement, et qui après vont partir au bout de 2-3 ans à Toulouse parce que les financeurs sont là-bas et que dans le deal, en général, je te mets 500 000 euros, je te mets 1 million, mais je veux t'avoir sous la main pour te surveiller. Parce que c'est mon argent, c'est mon investissement, c'est mes revenus, donc je te surveille. Et donc les Toulousains ne veulent pas déménager à Perpignan, alors qu'il y a de formidables pizzas. Oui, mais ça c'est... Et des croissants à la pistache aussi. Et des croissants à la pistache. Il faudra parler des croissants à la pistache. Si les capital risqueurs connaissaient les croissants à la pistache de Maurizio, ils seraient là. Ils seraient là. On n'aurait même pas à en parler de leur absence. Non, là on a vraiment tout ce volet social, économique et même sécurité étant passé à la trappe. Parce que notamment... il y a un début de projet, on voit sur la place Cassagne. Par exemple, donc, on avait le poste de police au rez-de-chaussée de Bétriu. Ce poste, en 2016, il est décidé en accord donc, avec la direction départementale de la sécurité publique, donc, qui dépend du ministère de l'Intérieur et la ville de Perpignan. L'immeuble va tomber, donc forcément, le temps de la démolition des travaux de reconstruction, on ne peut pas avoir de poste de police au rez-de-chaussée. Sauf si on les veut dans les gravats. Voilà. Donc, le projet tel qu'il est présenté en 2016, c'est déplacement de l'autre côté de la place Cassagne, donc vers le boulevard, du poste de police. D'accord. Ça, c'est prévu, c'est décidé en 2016, et un local a été... 2016, donc sous Pujol. Sous Pujol et sous François Hollande. Sous François Hollande. Parce qu'en 2017... Oui, parce que c'est pas un poste de PM. C'est un poste de la police nationale. Voilà. C'est une antenne de la police nationale. En 2017, donc... Manu, les borgneurs. Weiss. Non, Manu, les borgneurs, c'est le. Macron. Emmanuel Macron, autant pour moi. Manuel les borgneurs arrive au pouvoir. Et là, grâce au non-investissement des élus, on se fait baiser sur la police de sécurité du quotidien. En décembre 2017, on a la réunion de concert, une seule et unique réunion privée sur invitation. Pour rentrer dans la pièce, il fallait avoir signé un document, un engagement de confidentialité. Évidemment.
Parce que la transparence, c'est comme ça que ça se règle. Voilà. Donc on a, en décembre 2017, on a la réunion de concertation sur la police de sécurité du quotidien. Réunion où on avait 3 élus de la mairie, dont Chantal Brusy en charge de la sécurité. On a Romain Gros qui est venu, qui a serré les paluches et qui est parti. Et on a 2 grands absents, vraiment de façon ridicule et honteuse. Louis Alliot, parce qu'il faut être lucide, Louis Alliot ne s'intéresse pas à la sécurité. Ça fait beaucoup d'effets de manche. Il a acheté... Mais enfin, c'est pas vrai. Louis a pris le truc de la sécurité. Non, c'est complètement faux. Il a acheté au printemps une étude à 10 000 € à un pote, Xavier Hofer, criminologue d'extrême droite ancien d'Occident. Et il n'est pas foutu d'avoir une stratégie pour Saint-Jacques. T'as remarqué toi aussi? Il fait quoi, Hofer? Il a quoi dans le dossier de Hofer? Qu'est-ce qu'il a sorti dans ce dossier? Il y a quoi dans cette étude? Rien. Il a filé du fric à un pote. Alors peut-être que Hofer devait changer la Mercedes, je ne sais pas. Ou la BM, je ne sais pas dans quoi il roule, ce n'est pas mon problème. C'est sûrement une Allemande. C'était d'extrême droite, tu roules dans une Allemande. Mais il n'y a rien dans le dossier. On n'a aucune stratégie de sécurité à Saint-Jacques. Et ce qui s'est passé en 2017, c'est que manque d'engagement des élus locaux. On a beau avoir un député qui a le 06 d'Emmanuel. On ne va pas redire Romain Gros parce que à force les gens vont croire qu'on ne l'aime pas. Non, mais de toute façon, non, mais il est très woke quand même comme garçon. Lui, c'est notre seul élu local qui est dans la pensée woke. Parce qu'il aime la cuisine chinoise. Voilà, il n'a pas tout compris, mais c'est pas grave. Donc on n'a pas eu, et à ce moment-là... parce que si on avait dit il est dans la pensée poêlée de suite... Donc à ce moment-là, et ce qui a été clairement expliqué donc, par la direction départementale de la sécurité publique, la stratégie de gestion territoriale sur Perpignan de la police municipale a changé. L'idée, ce n'est plus d'avoir plein de petits postes de police, c'est d'avoir un grand centre avec des équipes mobiles en permanence. Donc mécaniquement, le poste de police de Bétriu, le projet est abandonné, mais d'ailleurs sans que la préfecture et la DDSP, la direction départementale de sécurité publique, ne viennent dire à tout le monde, dire avec un courrier officiel dans le cadre du contrat de ville, viennent dire dans le cadre du contrat de ville, non, en fait, on arrête ça et démerdez-vous pour la sécurité, c'est plus notre problème. Donc ils ont ils ont abandonné ça. Donc on n'a plus de politique sécurité depuis 2017. Ils se sont complètement retirés du truc. Et quand il n'y a pas de on parle de l'État sur Perpignan, c'est plus leur problème. Ils sont focalisés sur l'antiterrorisme. On a quand même beaucoup de personnes fichées S pour radicalisation islamique dans le département. Ça leur pose problème parce qu'ils n'ont pas les moyens de suivre. Derrière, il faut se rendre compte. Et en plus, la Catalogne Sud était leur arrière-base. Et un peu comme au Pakistan pour le. Sans compter que là-dessus, il faut savoir que, par exemple, un officier de police judiciaire a 400, à l'instant T, a 400 à 500 dossiers à gérer. C'est-à-dire qu'un type est muté à Perpignan, il arrive lundi matin à 8h, sur son bureau, il a 400 dossiers. Ça fait beaucoup, non? Ça fait beaucoup. De loin, non? Donc, c'est juste ingérable. Et sur ces 400 dossiers, il y en a plus de 80% qui sont des violences intrafamiliales, tout type de violence. Donc, qui est aussi que l'État dit, que l'État a aussi dit qu'il s'occuperait vachement. Sauf que derrière, il manque au moins 6 juges au tribunal, donc les dossiers ne sont pas suivis non plus, et la prison a 200% de taux d'occupation. Donc on ne va pas en reconstruire. Je me rappelle d'un article où Romain Gros, arrêtez avec ça, disait on va en construire une dans 4 ans. Mais sauf que c'était maintenant qu'il fallait. Mais ça date d'il y a 1 an ou 2. Mais là, il a payé à partir de quand commençait la période des 4 ans. Voilà. C'est ça le problème. Donc on n'a plus de politique de sécurité, on n'a pas de politique sociale. Par exemple, le conseil départemental refuse dans tous les quartiers, dans les 9 quartiers, il refuse dans les 9 quartiers politiques de la ville. Il y a 9 quartiers politiques de la ville à Perpignan, qui sont tous dans les 30 quartiers les plus pauvres de France. Alors j'ai vu les élus communistes qui m'ont dit qu'ils allaient y aller. Oui, mais enfin ça fait des années qu'ils disent qu'ils vont recruter des éducateurs de rue, qu'ils refusent de les recruter. On verra, il y a 0 éducateur de rue
à Perpignan et c'est compétence exclusive du conseil départemental. Alors j'ai vu la CAPE qui m'a dit c'est pas vrai. Du coup, il y a eu Bourdieu qui lui a dit c'est vrai. Du coup, il y a eu Julien Marion qui a dit non quand même c'est vrai. Enfin, bon, bref, ça s'appelle une réduction de dissonance cognitive. Ouais. On voit notamment la dérive droitière du Parti communiste. On ne dit pas de mal de mes amis communistes, s'il te plaît. Ouais, non, on a un candidat. Tu vois, depuis que Staline est mort, toi, je trouve que tu es bien arrogant envers les camarades. Moi, je soutiens l'Ukraine, moi, monsieur. La Crimée est ukrainienne. Point. On dira Maria Marinich. On a quand même un candidat communiste à la présidentielle qui considère que les déboutés du droit d'asile, on doit tous les expulser directement. Mais il reprend le discours de marché. Ouais, il reprend le marché. Là, c'est un peu le discours de Marine Le Pen en ce moment, mais il est quand même. Antérieurement, c'était Georges qui disait ça. Enfin, reprenons Zola dans comment ça s'appelle. On aboutit où de cette interview qui va vers sa fin, monsieur? Ouais. Là, aujourd'hui, ce qu'on a, c'est. Ce qui se passe, c'est que depuis, en gros, le 2019-2020, les structures de concertation autour du contrat de ville du NPNRU n'existent plus. On a beaucoup de personnes, je ne vais pas donner des noms, mais ils se reconnaîtront, qui refusent de parler à Louis Alliot au motif qu'il est d'extrême droite. Alors que tu as un moment... c'est pas vrai. Ouais. Nous, les fascistes de cœur, on trouve qu'ils sont bourgeoisés. On est clairement... on est... pas de violence sur les enfants, pas de violence. Aujourd'hui, on a le maire de Perpignan qui est en charge du dossier. Pas de chance, il faut quand même savoir, tous les gens qui ont appelé à voter Pujol, il faut être lucide, si Jean-Marc Pujol qui a décidé, c'est lui qui a décidé, Alliot reprend quasiment à l'identique le projet de Pujol. Donc tous les gens qui ont appelé à voter Pujol doivent savoir que si Pujol avait gagné, Bétriu serait déjà tombé. Voilà. Il faut être lucide. Ça partait, c'était direct, ils n'avaient plus qu'à faire les formalités administratives, ça serait tombé. Donc, ce n'est pas le moment de venir se plaindre. Aujourd'hui, on n'a aucune forme d'opposition, aucune forme de contrepoids à Louis Alliot et aux services techniques. Les services techniques ayant fait n'importe quoi depuis 2015, donc c'est eux qui ont décidé des démolitions et du refus de faire du social, de faire de l'économique et de faire de la sécurité. Juste, on fait du BTP, point. Donc, le projet tel qu'il est, on le connaît de longue date. L'opposition a décidé de ne plus s'opposer au motif que le maire est d'extrême droite. C'est quand même curieux. C'est léger. C'est léger. On a une opposition qui rampe devant Louis Alliot d'une façon totalement ridicule. L'opposition de droite, l'opposition légale qui est rentrée au conseil municipal. Non, mais l'opposition de gauche aussi. Agnès Langevin est venue saluer Louis Alliot comme un défenseur des libertés et un opposant. Pour un arbre à Samuel Paty. Voilà. Sachant que dans la forêt urbaine, il y a déjà 3 arbres qui sont morts. Voilà. Donc, on est là aujourd'hui, il faut bien se rendre compte qu'aucune institution, ni le conseil départemental, ni le conseil régional, ni les services de l'État, aucune institution ne s'oppose au projet à perte de contrat de ville et de NPNRU. Tout le monde est d'accord, tout le monde va payer, l'îlot Pulch va tomber, la région, avec Agnès Langevin qui s'occupe de ça, va payer la branche énergétique. Ils ont payé à Saint-Sauveur, la région. C'est un bâtiment, le bâtiment qui est construit, qui est en cours de construction à Saint-Sauveur, est labellisé par la REC Occitanie, le service énergie de la région, donc, présidé par Agnès Langevin. Saint-Sauveur, c'est le campus Mailly. C'est le campus Mailly. C'est l'extension. Là aussi, où le campus Mailly, qui bouffe le tiers du NPNRU pour Saint-Jacques, sans que dedans, il y ait le moindre programme social. On ne sait pas aujourd'hui, personne à la mairie n'est capable d'expliquer comment les étudiants vont s'intégrer dans les politiques sociales et l'activité sociale à Saint-Jacques. La radio gitane. Ouais. En 2015, on nous disait ça va être un succès. En 2019, on nous disait on espère. Ouais. Donc, et aujourd'hui, ils ne veulent même plus en parler. C'est fini. On n'a strictement aucun projet. On n'a même pas des choix d'architectes. On parle de reconstruire 11 maisons pour 15 logements sur l'îlot Paradis, donc c'est l'îlot sur lequel était intervenu Stéphane Bern. Rien à voir avec Vanessa. Ouais, non, rien à voir. C'est l'îlot Stéphane Bern. Ouais. On n'a même pas un choix de projet, on n'a même pas un choix d'architecte. Donc aujourd'hui, on a des élus qui volent à vue,
qui ne parle avec personne, notamment parce que s'ils devaient parler avec des gens, les gens leur diraient non, c'est pas ça qu'il faut faire. On a un refus complet d'avoir des études d'impact, d'avoir des audits de ce qui a été fait. Il y avait un an, à la limite, pour geler le projet, faire les études d'impact, faire les audits, bâtir de nouveaux projets, chercher de nouveaux partenaires. Quand on a 70 millions, on peut aller chercher des partenaires. Ouais. On a les moyens de payer des gens aussi à faire des trucs et changer les équipes. On reprend, Louis Alliot reprend les équipes de Pujol et Damiel en sachant que ces équipes ont échoué. Donc on a un maire qui ne sait pas ce qu'est une ville, qui n'a aucun projet économique, qui n'a aucun projet social, qui n'a aucun projet de sécurité, qui dépense 70 millions, ça sera un échec. On fera le bilan en 2030. Tu crois que Kaboul va tomber en fait? Parce qu'en fait, c'est le même principe à Marseille, à Kaboul, etc. J'ai déjà revendu mes rasoirs. Hein. Ça y est, c'est fini, je me rase plus. Hein. C'est que finalement, on a lâché un tonne de pognon. Il y a eu des rétrocommissions. Je parle à Kaboul, je ne me permettrai pas de dire qu'à Perpignan, c'est pareil. Mais que comme finalement le ruissellement, la théorie du ruissellement n'a pas eu lieu ni à Kaboul, ni à Marseille, ni à Perpignan, donc on va se trouver avec la même situation en modèle un peu plus réduit évidemment. Oui, oui, on va avoir la même situation, ça va faire que s'aggraver, surtout qu'on a des gens qui sont complètement imbéciles. On a une... Ça ne permet pas. On dit non comprenant, merci. Non comprenant, oui. On a la salle capitulaire de Saint-Sauveur, bâtiment qui fait cette salle a plus de 700 ans. Elle appartient au conseil départemental qui a cédé tout le reste de Saint-Sauveur pour 1 euro. Ouais. Et cette salle aurait... Pourquoi tu ne l'as pas racheté? Tu n'avais pas 1 euro sur toi, je crois. Bah là, non, je suis arrivé trop tard. La salle de Saint-Sauveur est en ruine. Enfin, la salle capitulaire est en ruine. Le conseil départemental aurait pu se faire rénover cette salle gratuitement sur le NPNRU, pour effet de la culture. Non, ils n'en sont pas capables. Ils en sont totalement incapables. On a une salle superbe, la maison de l'ancien maire de Perpignan, Saint-Marçal, en plein Saint-Jacques, les poutres sont bouffées de partout. Tout l'étage est peint, c'est mur peint, plafond peint. C'est un superbe bâtiment en plein Saint-Jacques, on peut faire un super lieu. C'est en train de se dégrader. Moi, je demanderai à Florence Molly de s'en occuper, c'est elle qui s'occupe de ça. Ce bâtiment doit être réhabilité et sauvé. Il y a 70 millions pour le retaper. Il y a moyen de le faire. Qu'est-ce que tu fais de nos jours avec 70 millions? Après, petit truc. Déjà, je change ma cafetière. Voilà. Là, clairement, ce bâtiment doit être sauvé. Il y a les moyens de le faire. Tu as des photos on a les photos du PSMB. La mairie refuse qu'on y rentre. Ils refusent qu'on... Alors, celle-là ou la précédente ou les deux? Les deux. Comme dans Burger Quiz. Les deux, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, je ne sais même pas d'ailleurs si les élus en charge du patrimoine connaissent ce bâtiment. Moi, je les amène sans problème, c'est joli, le quartier est sympa, c'est Saint-Jacques, c'est folklorique. On pourrait les visiter. Voilà. Là, on a les moyens d'intervenir là-dessus et ils refusent de le faire alors qu'ils ont l'argent. Sauf qu'ils ne connaissent pas la ville. Ils ne connaissent pas la ville et deux, ils ne savent pas ce qu'est une ville. Pour une ville, c'est juste des blocs de béton les uns à côté des autres avec des gens qui interagissent plus ou moins dedans. L'histoire ne passe pas par eux. C'est au-delà de l'histoire, c'est une ville, ça a une âme. Ça allait loin quand même. Ouais. Bientôt, tu vas me parler de l'existence de Dieu, méfie-toi, camarade. Je lui parle tous les jours. Hein. C'est un pote, on se téléphone fréquemment. Bon, là, il est en vacances, donc on ne s'est pas vu depuis 2 semaines, mais... Voilà, non, c'est clairement là aujourd'hui, on doit remettre à plat tout ça. Alors c'est vrai qu'il y a une urgence, c'est que tout doit être validé avant 2024. Sinon, tu touches plus les 70 millions, ils s'envolent. C'est dommage. Mais là, aujourd'hui, on doit remettre en place, et on doit mettre en place des outils de co-construction. On ne peut pas rester dans les réunions où on a un technicien qui vient avec des dossiers qui vous dit, bon, vous voulez que ce soit imprimé sur quelle taille, quelle couleur, vous voulez quoi? Tiens, à propos, montre-nous les trucs. Ouais, donc ça, voilà. Donc ça, c'était le dossier de presse qui a été... un peu plus haut. Voilà. De toute façon, on voit bien. Donc on a le dossier de presse qui sent un petit peu le dossier fait à la va-vite, alors avec des petites photos là-dessus. Ouais. Et surtout, alors on a dedans, bon, hop,
Donc voilà, on va avoir une belle partie, donc tout ça, voilà, il va y avoir des équipements sportifs éphémères. Ouais. Ah, éphémères. Éphémères, oui, on fait du sport que périodiquement, c'est le truc. Donc on a un des projets, je ne sais pas si on voit bien, on a un des projets de reconstruction à l'îlot Paradis. Ouais. Voilà. Et on a, alors là c'est aussi intéressant, parce qu'il y a plusieurs choses intéressantes, tu me dis si on voit bien là. Oui. Donc ça, c'est le NPNRU arrêté au 13 août. De 2021. Donc on note, donc ici, donc ça c'est la démolition et la reconstruction à Bétriu. On a évidemment, on reprend les conneries de Pujol et d'Amiel, surtout d'Amiel qui n'aime pas le patrimoine. C'est un homme qui n'aime pas la culture. Il regarde trop Breaking Bad. Relève un peu. Hop. Et on voit bien que en fait la rue des Carmes doit être coupée à la circulation et tous les bâtiments qui sont, y compris ceux qui font l'angle, qui sont contre l'église des Carmes, doivent être aussi rasés. Alors que ces bâtiments, une partie, notamment ceux qui sont dans l'angle, ont été réhabilités il n'y a pas bien longtemps. Là-dessus. Voilà. On notera donc l'îlot Puig. Donc ça c'est bien. Alors, là, il faut connaître un peu le dossier, c'est un petit peu compliqué. Mais l'îlot Puig doit bien être rasé et la rue doit être déplacée. Donc c'est bien là-dessus. L'îlot Puig qui a déclenché la grande révolte de 2018. Donc il est très clair, l'îlot Puig doit être rasé. On a ici d'ailleurs, on remarque toute cette bande ici. Le dernier bâtiment qui ne doit pas avoir de travaux, c'est la maison de Saint-Marçal, celle dont je parlais avec les toitures peintes. Et c'est le seul bâtiment, ce qui est scandaleux, et donc je dis bien, ça serait bien que Florence Molly, qui s'occupe du patrimoine, bosse le dossier un petit peu. Hein. La mairie, c'est pas juste là pour faire joli. C'est le seul bâtiment du pâté de maison qui ne doit pas être réhabilité, et c'est celui qui doit être réhabilité en urgence. Donc il n'y en a pas. Et alors, on a aussi tout ici, là. On fait un beau jardin en pétant tous les bâtiments, y compris le bâtiment de l'atelier d'urbanisme. Donc là, ça serait très intéressant de voir ce qu'ils vont faire. Parce que là, il y a quelque chose de très intéressant à faire ici, mais à travailler de façon sérieuse. Donc on rase les remparts, un peu de choses. On part, tout ce qui est au-dessus des remparts est rasé. Ce qui appartient à la mairie, donc à partir du restaurant. En gros, ouais, le restaurant il est là, et donc ça on fait. Jusqu'au parking. Et on fait toute la. Et alors, ce qui est intéressant, et là. On va avoir une visure. On aura un beau tour. Ben, ça serait pas inintéressant. Alors après, à voir comment c'est fait et comment c'est amené. Parce que c'est dans le détail que Michel voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils nous gardent la caserne Saint-Jacques en tant qu'équipement. Alors, ils disent pas public, privé, ils savent pas. Et qu'ils sont incapables de dire ce qu'ils veulent faire. Si c'est juste un peu aménager le rez-de-chaussée pour qu'il y ait quelques entreprises liées aux gens du quartier, comme par exemple des cabinets médicaux ou ainsi de suite, pourquoi pas. Mais les discussions, et je l'avais demandé dans une réunion économique à Olivier Amiel, il m'avait bien confirmé, on veut virer les gitans et transformer l'intégralité de la caserne en un équipement public ou privé, de préférence à caractère économique. D'accord. Mais ils sont incapables aujourd'hui de nous dire qu'est-ce qu'ils veulent faire à la caserne. Ce qui est quand même important, on devrait, parce que parce que tout est là. Ouais. Et donc on a vraiment le truc. Et alors, en sachant que toute la partie donc autour de la place Carola et la rue Lucia, donc toute cette zone-là, où a priori les projets de démolition qui devaient être ici n'auront pas lieu, a priori. Tout ça, voilà. Donc toute cette zone-là doit être laissée à un concessionnaire privé. Et il n'y a pas de concessionnaire privé qui a lancé. Voilà, il y a eu un appel d'offres. Les réponses ne sont pas satisfaisantes. Et on notera quand même ici, donc, qui est donc à côté du campus Mailly, où on a, c'est pour ceux qui connaissent, c'est là où on a les bâtiments avec les grands contreforts en pleine rue. La mairie va enfin, 5 ans plus tard, lancer les études techniques pour savoir dans quel état sont les bâtiments. L'équipe Pujol n'a fait aucune étude technique. Ils espéraient que les bâtiments s'effondrent pour raser tout le pâté de maison et faire le parvis de l'université. Donc là, le parvis de l'université a l'air d'être. Ça s'arrête. Il a l'air d'être abandonné. C'est pas plus mal. Et les études techniques vont être lancées, donc les appels d'offres vont avoir lieu d'ici la fin de l'année, là-dessus, pour avoir des études en 2022, pour, selon la situation, soit réhabiliter, soit raser ce qui ne peut pas être réhabilité parce que ça a été fortement dégradé volontairement. Tout est fait pour que ça soit dégradé. Et à ce moment-là, donc, reconstruction. Donc ce serait démolition, reconstruction, c'est soit réhabilitation, soit démolition, reconstruction. Donc pour l'instant c'est ce qui est, et ça, c'est fait
sans aucune forme de concertation, ni avec les habitants sont à peine concertés. Ouais. Les associations concernés, voilà. c'est déjà pas mal. Il y a un petit peu l'association des commerçants de la place Cassagne Ouais. qui est un petit peu concertée, Ouais. parce qu'ils font un petit peu, voilà, ils occupent un peu le terrain. Les associations ne sont pas concertées, les partenaires institutionnels et économiques ne sont pas concertés, et aujourd'hui, en fait, du fait qu'il n'y a pas de programme économique, pas de programme social, pas de programme de sécurité, rien, qui veulent juste faire un petit peu de BTP de façon médiocre, et ben en fait, il n'y a pas de partenaire. Il faut savoir que la Chambre de commerce et d'industrie, qui sera bientôt dirigée par Laurent Goz, que la Chambre des métiers... On félicite d'avance. Ouais, que la Chambre des métiers et de l'artisanat, notamment, et il me semble même peut-être même l'ORIFPL, donc l'association la Chambre consulaire des professions libérales, sont partenaires du contrat de ville, ils sont signataires du contrat de ville. Il y a 4 pages de signataires. Et ils ne sont jamais invités aux réunions. Ça, c'est dommage. On pourrait inviter notamment l'ORIFPL, qui en plus est de droite. Ah non, il s'appelle Laure Yves. Ouais. C'est l'organisme des professions libérales, c'est la Chambre consulaire des professions libérales. On pourrait l'inviter pour dire voilà, on a des gens dans ce quartier qui peuvent créer des entreprises, qui ont des compétences, qui ont des connaissances, qui sont désireux de travailler, qui ont besoin d'aide et d'accompagnement, non pas à 3-6 mois, mais sur plusieurs années, parce que la situation quand même est difficile. Ces gens-là pourraient être accompagnés sur plusieurs années. On a les budgets pour le faire. C'est pas un problème. Et on pourrait créer de l'entreprise, créer de l'activité économique, créer de l'emploi, sortir de la merde. Mais pour ça, ce qui manque, et ce que sans doute on n'aura jamais, Dieu merci, c'est que ce soit de l'extrême gauche à l'extrême droite, c'est la volonté politique de faire du développement socio-économique et pas juste rester dans une rente, toucher son fric à la fin du mois et surtout ne pas travailler. Aujourd'hui, on devrait avoir à la tête des collectivités territoriales des gens qui ne sont pas des héritiers, des gens qui ne sont pas des fonctionnaires d'État. Il faudrait des gens qui soient des créateurs d'entreprises, des porteurs de projets associatifs, notamment dans l'économie sociale et solidaire. Il faut des gens qui créent de la richesse, créent de la valeur, créent du lien social. Arrêtez d'élire des gens qui n'ont jamais travaillé. Et on s'arrêtera là. Et nous, ça nous choque parce que même feignant qu'on est, on a l'impression de travailler plus. Merci Philippe Poisse. À la prochaine.